My name is Daniel Bélan, and I'm the director of the McGill Institute for the Study of Canada. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui en compagnie de Frédéric Bastien, qui est le directeur du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. C'est un événement commun. On collabore beaucoup ensemble. Ce n'est pas la première fois. On était là d'ailleurs en 2019 avec un événement similaire, en personne cette fois. Évidemment, COVID oblige, nous sommes maintenant en virtuel, mais nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. I would like to begin by acknowledging that while we meet today on a virtual platform, McGill University is located on land which has long served as a site of meeting and exchange amongst Indigenous peoples, including the Haudenosaunee and the Anishinaabe nations. We do this to acknowledge the importance of the land on which we work, study, and live, and to acknowledge the complex web of relationships on which we are a part. Le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique est un centre interdisciplinaire soutenu par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et dont l'Université de Montréal est l'hôte depuis l'an dernier. Il regroupe 37 chercheurs répartis entre 7 établissements universitaires québécois. Il a pour objectif de promouvoir la recherche scientifique sur la citoyenneté démocratique, de créer un environnement enrichissant pour ses étudiants au cycle supérieur et stagiaires postdoctoraux et de contribuer au débat sur les politiques publiques relatives au fonctionnement de la démocratie au Canada et à l'étranger. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. The McGill Institute for the Study of Canada is the Centre for Canadian, Quebec, and Indigenous Studies programs at McGill University. MISC, as it's known, supports a multidisciplinary approach to the study of Canada by bringing together students, researchers, and practitioners to discuss important issues about the country's past, present, and future. In addition to our academic programs, MISC also hosts public events such as this panel today on a wide range of topics that are important for Canadians. Today, this event is being recorded and we'll post the recording on the MISC YouTube channel next week. So please make sure that your microphones are muted in order to avoid any interruptions. If you have any questions, you can use the chat box. Donc, tout ça, ça va être enregistré. Vous allez pouvoir partager la vidéo sur les médias sociaux la semaine prochaine et j'espère que vous le ferez. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire, les écrire durant ou après les présentations, au fur et à mesure si vous voulez. Et puis, par la suite, notre gentil modérateur va lire les questions à nos panélistes. So, to begin, we'll, of course, introduce our moderator for today's event, Graham Fraser. Graham Fraser is a senior fellow at the Graduate School of Public and International Affairs at the University of Ottawa and a member of the board of the McGill Institute for the Study of Canada. His latest book is The Fate of Canada, F.R. Scott's Journal of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, a book that just came out at McGill Queen's University Press. So congratulations on this new book. Almost 4 decades. As a journalist, he covered federal elections between 1979 and 2004, and he wrote a book about the federal election in 1988, Playing for Keeps, the making of the Prime Minister. From 2006 and 2016, he was Canada's Commissioner of Official Languages. Bienvenue, Graham. On est très content de vous avoir avec vous aujourd'hui comme gentil modérateur. Alors, on va vous laisser présenter nos panélistes et animer cette discussion sur les élections fédérales de lundi. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, Daniel. Ça me fait grand plaisir d'être ici avec ce panel très impressionnant. I'll begin by introducing the panelists all together, and then each one will make their presentation, and afterwards we'll throw the floor open for questions. You can submit your questions on the chat function
and I will then pose them to the panelists. Évidemment, vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais, et ça va faire plaisir aux panélistes de vous répondre. Les panélistes sont Lisa Birch is the Executive Director of the Center for Public Policy Analysis and Associate Professor in the Department of Political Science at the Université Laval. She has edited a collection that assessed Justin Trudeau's government. Alison Harel est professeure au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Elle est co-directrice du laboratoire d'analyse de communication politique et opinion publique, LACPOP. Elle a étudié les préférences et le comportement dans l'élection fédérale de 2019. Jared Wesley is Associate Professor, Associate Graduate Chair, and Director of Master's Programs for the Department of Political Science at the University of Alberta and leads the Common Ground Initiative, which studies the unspoken norms and values underpinning politics in Western Canada and the Western United States. Claire Durand est professeure titulaire au département de sociologie de l'Université de Montréal. Elle est présidente sortante du WAPOR, World Association of Public Opinion Research, et une spécialiste dans l'analyse des sondages. On va commencer avec Lisa Birch. Lisa, your turn. Great. Welcome, everyone. While I'm opening up my presentation, I would like to invite you to think about something. How often have you actually read cover to cover each of the political platforms of the political parties prior to election night? If you haven't quite done that, don't feel shy. A lot of political scientists and ordinary citizens have never done that. And when we began looking into questions about elections and election promises, we started to care a whole lot about what's written in platforms and how you distinguish a rhetoric from the actual promises that are being made. So question number 2, do Canadian politicians keep their promises? I have 2 options for you. It should say A and B, sorry. Are politicians pledge breakers, not pledge keepers? Or do they generally try to keep most of their election promises? The answer? Well, here you have data that is showing the information we have for Canadian federal governments, Quebec governments, and well, we only have one maritime government for now. But what you can see is the red bars are indicating the percentages of promises broken. And the sum of the yellow and the green bars tells you the proportion of pledges that are actually kept. And we can see by looking at the current Trudeau government, sorry, over here, Trudeau, that while the government had a harder time trying to keep its promises with the pandemic and other crises. And that contrasts sharply with the previous mandate when it had a majority position. But nonetheless, we can also see that we have some governments that were in majority positions that didn't do so well either in terms of pledge keeping. Oftentimes when governments don't do so well in terms of pledge keeping, it has to do with external factors, economic crisis, think of the Grande Recession in 2009. So now that I'm showing you that political parties generally, once in power, do try to keep their promises, whether they're in a majority or minority position, then we need to get a little bit deeper into what election promises are. So I invite you to choose between or look at statements A, B, and C. These statements were taken directly from the election platforms of 3 federal political parties for 2021. And I want you to guess which one is not a promise. If you chose option A, congratulations, that would not count as a promise. And the reason why
is that to determine a promise, we need to do a little bit of grammatical analysis, and the grammatical analysis requires us to identify a very specific policy issue, to have a verb that denotes what kind of action, even if it's a verb that says we're going to maintain the existing policy, it's still an action. It requires a conscious decision on the part of the government. And then it has to have a complement, which could be the nature of the government decision itself, invest more, cut taxes here, increase taxes there, offer new programs, or it could be an outcome. So an outcome is a result. For example, we're going to recuperate 1 million jobs that were lost in the pandemic. In the work we do on pledges, there are 7 categories for the types of pledges. So we usually wind up coding them by these different categories. And roughly these categories are going to enable us for at least the first 6 to situate political parties as being more to the left or more to the right, depending on whether they are seeking to expand or contract their programs or the size of the state, and depending on what kind of stances they're taking with regard to taxes. Other changes is for all those promises that have to do with we will work with or we will collaborate with the provinces, the territories, or with Indigenous peoples to obtain this goal or that goal. It also has to do with promises for consultation. It has to do with promises about changing laws, changing the criminal code, making things legal or illegal. And of course, the last one is the outcomes. Question again, which kind of promise is most rare? If we were to look at this category, if you chose category 7, that's correct. Promises specifically on outcomes tend to be more rare. Governments generally tend to make very specific pledges regarding each of the policy areas. When we look at the different promises and pledge keeping, we can understand that since the election mandate is only for 4 years, and for most minority governments, they rarely stay in power for more than 2 years. Well, we see that that's a very short period of time to fulfill promises in terms of outcomes or results. Most policies, you can make the decision within the period of the mandate, but to see the impact of that policy decision on society, it's going to take usually a much longer period of time. So we're less inclined to see outcome pledges because of that. And in any event, what we also need to understand is that when governments are elected for 4 years, if they make a policy decision, the impact of that policy decision may be felt for the next 10, 20, 30 years because of the problem of path dependency with public policies. So once the policy is in place, it usually tends to stay in place for quite some period of time. So that's another reason why we really need to care about what these policies are and what direction they're going to move our country in. Next question I have, I did a little quick analysis of the current election platforms, and I want you to figure out what are the similarities between the election promises. We all presume there are some differences because of ideology, but there are some important similarities. If you choose item C, you are correct. Oops, it's not moving. So in Canadian politics, we find that because of the very nature of federalism and the division of powers between the federal and the provincial governments, when you read the election platforms of the federal parties, you start to realize that in many cases, the federal parties are over-pledging. They are making promises about subject matters that do not fall within their jurisdiction. And thus, the wording of the pledges tends to be nuanced. We will work with, we will collaborate with, we will encourage provinces or other actors to do this or that. And for this reason, I will argue that inside the election promises, you have implicitly an understanding of what kind of federalism
the political party wishes to have, and what kind of relations that we can anticipate between the federal government and the provincial governments should this party come to power. And those relations could be more cooperative, but they could be more competitive and antagonistic. And then, of course, across the platforms, we see different implicit styles of federalism regarding national norms versus allowing each of the provinces and territories to determine their own norms. The diversity and complexity of Canadian politics makes it such that we have different regions with different economic bases, different sociocultural and linguistic composition. And thus we find in each of the platforms some promises that may be more catering to Quebec and balancing Quebec interests, and others that are concerned with Western Canada, particularly in the platform of the Conservative Party. We have a whole section on energy policy, and I will come back to that in a moment. Moving on. Also, one last thing that's common in all of them, if you pay close attention to the wording of the promises, you can see the different ideologies and the different visions of Canada that are embedded in each of the promises. Now we're on to distinguishing features, and I have another A, B, C, D, E. Again, here, if you choose all of the above answers, you will be correct. We do see differences in the vision about the state. We see variations in the promises by domain. For some parties, some issues are really not that important, and they may plug them in there because they want to show that they care about them, but it's not their main issue. And they're very different in terms of their financial implications. So here I just identified some tendencies in terms of the platform. I put the NDP and the Bloc on the extreme ends, first originally for alphabetical order, but in the end it works out very well because both of the platforms do have a fair amount of rhetoric, but they have some more for the NDP, very explicit ideas. For example, elder care, they talk about at least partially nationalizing elder care and regulating it so to ban for-profit care. On the Liberal side, you see more interest in adding regulations, imposing penalties, offering loans and tax credits to business, helping out students with their student loans, and a variety of elements like that. The major increase in the role of the state for the Liberals is certainly with the national daycare plan. But we'll also notice, in contrast to the NDP, the Liberals have abandoned the idea of a national pharmacare that was once in its platform. The Liberals, in contrast to the Conservatives, do talk about increasing transfer payments, but these are targeted and they look like they're going to require the provinces to adhere to certain goals or standards that the Liberal Party would like to see attained. In contrast, the Conservative Party is talking about just transferring payments to the provinces with no strings attached, allowing them the autonomy to make their own decisions. The Conservative platform puts a heavy emphasis on tax credits for business, particularly small and medium-sized businesses, and direct transfers to families, for example, for daycare or tax credits, as opposed to having a national scheme and a national plan. And in the Quebec Bloc Québécois platform, there is more rhetoric than actual promises. And I think the general gist of the Bloc Québécois platform is, well, we're going to defend the interests of Quebec. I decided to put some information about deficit debt positions because deficit debt positions are going to influence the capacity to fulfill promises. Our data shows that it's not possible to at once pursue expanding state investments and contracting the deficit at the same time, that usually you're going to have to cut expenses and or increase taxes to achieve deficit reduction targets. And what is interesting when we compare the different political parties is we see that
well, first of all, the Bloc Québécois doesn't say much about the deficit other than talking about the need to tax the big enterprises that in particular benefited during COVID. The opposite end, the NDP, is not very clear on its position on deficits and debt, but does say we're going to be responsible, but we don't really know what that exactly means other than borrowing if we need money. And the Liberals have been very concise. They are only focusing on their debt to GDP ratio, but even there, to get these little bribs of information, I had to really dig in the platform, and that's about all it says about the deficit and the debt. In contrast, you can see that the Conservative Party is quite concerned about the deficit and has made promises that are what we call outcome promises, because it's promising to reduce the deficit by nearly 90% as the economy takes off, and it's promising to eliminate the deficit within 10 years. Now that promise is— wrap it up in the next minute or so, because we're running out of. So what should you pay attention to in the platforms? You should pay close attention in the platforms to the various contradictions and to the things that are not talked about. So for example, although the Conservatives have a plan for the environment, they don't talk about the recent law that was adopted and that requires you to have more stringent policies. The Liberals didn't say anything about Trans Mountain. The Conservatives will go ahead with it. And the NDP, they're very weak on planning. So to conclude, why do you need to care about election promises? Well, political parties will put them into action to the best that they can. They indicate the ideology and they indicate the kind of federal-provincial relations we're likely to see coming out of the elections. And finally, they can have important budgetary impacts, transformational impacts on policy domains, and serious consequences for citizens groups, Indigenous peoples, etc. Thank you. Thank you very much for that very comprehensive look at the promises of political parties. Alison Harrell, your turn next. And I will, after 10 minutes, warn you to wrap it up. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Donc, j'étais juste en train de remercier les organisateurs de cet événement. C'est un plaisir d'être ici, mais c'est toujours un défi aussi. Comme chercheur en sciences politiques, j'aime bien des données après l'élection pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai vu mon rôle aujourd'hui. Attends, ça avance pas. Blair, est-ce que vous êtes capable d'arrêter le partage d'écran? Est-ce que ça marche maintenant? Donc, je ne sais pas pourquoi, mais le partage d'écran ne semble pas avancer quand je vous parle. Donc, je vais aller sans diapo pour que je puisse avancer. J'avais c'est juste que tu mettes en fait, Alison, il faut juste que tu mettes ta flèche vers le bas de la diapo, puis ça va marcher. Tu vas voir apparaître une flèche. C'est ça qui arrive des fois. Mais je n'avais pas contrôle du seri quand je faisais le partage d'écran. Donc, pour éviter de prendre trop de temps de régler le problème, je peux aussi juste aller. Ce n'est pas des choses qui exigent les images pour expliquer. J'avais plusieurs réflexions dans cette table ronde, mais je voulais me concentrer sur deux aspects. Un aspect, c'est l'impact de la pandémie sur le choix de vote des électeurs, et l'autre, c'est la possibilité de mouvement pendant la campagne. Et je vais faire plusieurs thèses à propos de ces deux dimensions, mais je voulais au moins lancer le débat sur ces deux dimensions-là.
En termes de l'impact de la pandémie dans cette élection, je crois qu'on peut prendre des exemples à laquelle on a beaucoup dans le contexte canadien, parce qu'on a eu jusqu'à maintenant 5 élections provinciales dans le contexte canadien qui a eu lieu pendant la pandémie. Et ça nous donne plein d'informations à propos de comment les gens vont réagir face au vote, le choix de comment voter et qu'est-ce qu'on va faire avec le gouvernement au pouvoir qui gère la crise sanitaire. Sur la question du mode, ce qu'on a observé à travers ces élections est un mouvement, ce n'est pas étonnant, mais un mouvement vers des modes alternatifs du vote. Donc, de plus en plus de personnes qui vont voter par le poste, certainement dans la Colombie-Britannique, mais aussi en Saskatchewan et finalement à Terre-Neuve dans leur élection provinciale, on a vu beaucoup d'électeurs qui ont voté par le poste. La dernière chiffre d'Élections Canada, cette élection est environ 1 million. Ils étaient préparés pour beaucoup plus, mais 1 million, c'est quand même beaucoup. Et ça soulève certains défis à lesquels je serais super intéressée à voir après l'élection les impacts. Je veux soulever plusieurs pour lancer le débat. Un, c'est le fait que voter par le poste n'est pas aussi simple que voter en personne, parce que vous devez écrire vous-même votre nom sur un bulletin vide. Et donc, il n'y a pas des noms de partis. Vous devez chercher les informations à propos de votre propre circonscription. Et donc, le risque de faire des erreurs dans le vote et le besoin d'aller chercher des informations vous-même fait que le vote par le poste est plus exigeant aux électeurs et électrices. Je crois que ça va faire que si certaines communautés sont moins adeptes à gérer l'information en ligne, par exemple, de trouver les noms des personnes, qu'on va avoir de plus en plus de bulletins par le poste qui ne sont pas acceptés par des erreurs ou qui ne sont simplement pas remplis de façon correctement. Donc, il y a un risque qu'on a un niveau de bulletin annulé par la poste qui est plus élevé que le fait de voter sur un bulletin où toutes les options sont déjà écrites pour la circonscription. L'autre défi que je pense est intéressant dans cette question de mode de vote, c'est qu'on ne va pas savoir nécessairement le résultat de l'élection le soir de l'élection, parce que le vote par le poste est plus exigeant pour les agences électorales de compter, et on ne va pas commencer à compter le plus d'1 million de votes par le poste avant le mardi de la semaine prochaine. Et donc, ça va faire que si on ne sait pas le résultat et on commence à savoir la tendance des gens qui ont voté par anticipation ou en personne, il y a un risque qu'on va voir un changement dans les chances des partis différents de gagner l'élection. Il y a un risque là des discours, des débats sur est-ce que le processus était sécuritaire. C'est quelque chose qu'on a observé au sud dans les États-Unis. Je crois que le risque est moins dans le contexte canadien, surtout parce qu'il y a un niveau énorme de confiance dans l'Élection Canada. Et je crois que le risque est là, que du moment de l'élection au moment où on sait vraiment le vote pour chacun des partis, qu'il y a un risque qu'on va avoir un changement dans les fortunes des partis différents. La deuxième réflexion en lien avec la pandémie est quelque chose qu'on a observé. Dans les débats, si vous avez regardé, c'était clairement présent, surtout dans la première sur TVA. C'est une ligne d'attaque des partis en opposition était le fait que Trudeau a appelé une élection dans le contexte de la pandémie. On a vu revenir dans toutes les élections provinciales la même ligne d'attaque pour les partis au pouvoir. Mais si vous regardez ces 5 instances au niveau provincial, dans 4 des 5, le gouvernement sortant a gagné l'élection, a resté au pouvoir. Et donc, cette ligne d'attaque, que je crois était dominante, surtout dans le premier débat en français au TVA, c'est une ligne d'attaque où j'ai peu de raisons à penser que ça va être très efficace en termes de convaincre les électeurs de changer pour qui ils vont voter. Donc, ça, c'est 2 types de réflexions, je crois, qui sont particulièrement intéressants dans le contexte de l'élection actuelle. C'est vraiment l'aspect de la crise sanitaire. Le deuxième aspect que j'aimerais bien soulever, c'est la possibilité pendant la campagne pour un mouvement énorme parmi les électeurs. Je sais, depuis le début, le média est obsédé avec les sondages. Il y a Claire qui arrive, elle va être obsédée avec les sondages aussi, avec raison. Mais cette idée qu'on va vraiment cibler la course
nous mène à chercher des explications très, très pointues sur les enjeux, les actions des chefs de parti, des explications qui nous mènent à penser qu'il y a beaucoup de possibilités de bouger, qu'on peut vraiment changer nos fortunes si on mène une bonne campagne. Une des choses que je fais à travers mes littératures, mes recherches, est de voir qu'est-ce qui mène à la stabilité dans les électeurs. Et là, je voulais faire une hypothèse que la base des partis actuellement au Canada, ce n'est pas basé sur les enjeux nécessairement, c'est vraiment basé sur une identification ou un lien affectif ou émotif avec les partis. Et dans l'étude électorale de 2019, et Graham a mentionné ça dans l'introduction, nous avons mené l'étude électorale canadienne dans laquelle on a demandé vraiment les questions ouvertes sur les partis. On a demandé qu'est-ce qui vient en tête quand je dis Bloc québécois? Qu'est-ce qui vient en tête quand vous voyez le Parti libéral? Donc, vraiment, question ouverte à quels sont les mots en tête. Et c'est vraiment intéressant d'observer parce qu'on a fait de façon aléatoire si c'était nos propres partis avec qui on identifie ou non. Et ce n'est pas les enjeux, ce n'est pas l'idéologie qui distingue la façon dont on va parler des deux partis ou des partis différents, des partis, notre parti versus les autres partis. Ce qui les distingue, c'est vraiment le ton. Est-ce qu'on aime bien le parti? Est-ce qu'on va insulter l'autre parti? Est-ce qu'on va se considérer comme le nôtre ou un autre? Et donc, cette idée de lien affectif et identitaire avec les partis, je crois, fait que même si les enjeux diffèrent entre les campagnes, si je me considère libéral, bloquiste, peu importe, qu'on va avoir quand même une façon d'interpréter ce qui se passe dans l'élection qui va nous amener à revenir à notre choix de base. Et donc, on voit des mouvements importants dans les sondages, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup d'électeurs et électrices qui ont déjà décidé depuis le début de la campagne pour qui ils ont voté. Et donc, les marges de manœuvre ne sont pas si grandes que ça pour les partis politiques. Ceci dit, j'avais un diapo à la fin qui dit « prédiction ». Je déteste les prédictions parce que je suis mal à faire des prédictions, mais dans la minute qui me reste, et Graham peut me couper, j'aimerais bien dire 3 choses. Une chose, les néo-démocrates et les libéraux se détestent pas trop. Donc, si on regarde ces liens affectifs avec les partis, on voit vraiment les conservateurs versus le reste. Et ça minimise la capacité du Parti conservateur d'attirer les électeurs des néo-démocrates et des libéraux. Deuxièmement, l'élection au Canada est dans un système majoritaire uninominal à un tour. Ça veut dire que le niveau de la circonscription est le plus important. Donc, si on voit les mouvements dans les sondages pour les partis comme le Bloc québécois, qui a une base régionale géographique, ces mouvements mènent à beaucoup plus de changements dans le nombre de sièges que, par exemple, l'augmentation dans l'appui de la population pour le PPC, parce que le soutien diffuse à travers le pays et non pas nécessairement aussi concentré dans les circonscriptions. Et je crois, je suis à 11 minutes, Graham, donc je vais arrêter là, mais je ne vais pas faire des prédictions, mais je crois que ces 3 tendances sont des choses qui vont nous mener à voir ce qui va arriver dans quelques jours. Merci. Merci beaucoup pour le respect méticuleux du temps accordé. Donc, maintenant, now, we'd like to hear from Jared Wesley. Jared? Well, good afternoon, and thank you for inviting me today to provide a Western Canadian perspective on the federal election. I would like to begin by offering greetings from Treaty 6 territory, which is the eternal homeland of the Métis Nation and traditional territory of the Blackfoot Cree, Dene, Saulteaux, and Nakota Sioux. Unfortunately, I'm also joining you from a province that is in a state of public health emergency for not the first time in this pandemic. The irony of being Canada's richest province encountering this challenge due to what might only be described as the hubris, if not the malice of its own government. We've now run out of intensive care doctors and nurses,
And it's to the point where some of us are contemplating very carefully whether we want to put children in schools or even drive on a highway. And in that, in that scenario, talking about the political implications of COVID-19, and as I'll talk about today, regionalism takes on, I think, a much diminished perspective. I will say this, though, the election has scarcely been on the radar for most Albertans this fall, given the pandemic. I should say most federal elections go by in most ridings in this province without nearly a whisper from most candidates and leaders. The election itself has only hit the evening news as a lead story twice since the campaign began. This challenges political scientists here in the province to balance between our roles as citizens and our roles as researchers. I'll try my best to provide that balance today, but I got to tell you, after announcement yesterday, it's not an easy thing to do. I will also apologize if I have to mute my mic momentarily. I have a daughter who is in school today who may show up as we go through today's presentation. Next week, our Viewpoint Alberta research team will be in the field with our 4th survey in 2 years. It will be fascinating to see whether Albertans' public opinion has shifted over the course of the pandemic, in particular since the last federal election in 2019. In the meantime, I can't really come to you with up-to-date data, and instead of charts and graphs, I'll come to you with a bit of a warning as we look ahead to the post-election period, if 2019 was any indication. If our research through Viewpoint Alberta has taught us anything to date, it's this: Western alienation is one of the greatest threats to national unity our country faces today. And the days and weeks following next week's vote will have a huge influence on the trajectory of regionalism and maybe even the fate of Canadian federalism. And I say that not to be alarmist, but rather to raise some alarm bells in the rest of Canada. From an Alberta perspective, I think we can expect one of 3 reasonable scenarios to emerge after Election Day. The first would be that the Conservatives manage to eke out a minority government. In that scenario, Albertans will likely make up the core of the governing caucus and will have a larger amount of influence in an O'Toole cabinet compared to what they have, which is 0 right now. Western alienation would likely decline as a result, not unlike what we saw during the Harper years. The other 2 scenarios are more worrying from a national unity perspective. The first is that the Liberals retain power, likely with a minority government, but with at least a handful of seats in Alberta to fill out caucus and cabinet. In this particular scenario, the Stop the Split movement, as it's been known out here, would have been successful, and the Liberals and New Democrats would claw away anywhere from 4 to maybe 6 urban seats from the Conservatives. The third result is probably the most worrying, and that would be a status quo result where the Liberals retain power, possibly despite the fact that Conservatives win the popular vote. And Albertans once again would return a near full slate of Conservative MPs to the opposition benches in Ottawa. We did 33 out of 34 MPs were from the Conservative Party last time around. Again, I really don't want to sound alarmist here, but it is important to highlight the implications for another Liberal government on national unity. In particular, it would threaten the integrity, I would argue, of the Conservative Party of Canada as a unifying force in Canadian politics. And it would once again raise the ire of Western separatists whose numbers have grown and whose questioning of the legitimacy of fundamental institutions like Confederation and elections aligns with populist movements that have seized control in other countries. So I'm going to start with looking at the impact on the Conservative Party of Canada. Alberta Conservatives are likely to turn on O'Toole and his pragmatic approach if he were to lose this election, perhaps splitting off to form their own caucus or joining forces with another party like the PPC. According to our polling, Albertans never really warmed to O'Toole throughout his leadership, especially conservative Albertans who were suspicious of his centrist stances on social issues and the environment. So if the Conservative Party were to fail in attaining government, despite this move to the center, it would be seen as vindication, but also frustration for Western Conservatives. And if history is an indication, the knives would be out for O'Toole very quickly. That's what would happen at the elite level, but what about at the grassroots level? Now, this is where our polling sheds light on some pretty dark places.
Support for Alberta separatism spiked following the 2019 federal election, rising to 30% in our post-campaign survey that year. It since subsided to around 12%, but the election itself was a real flashpoint, and this one could be too. Albertans were very upset that Trudeau had retained power, not just because he was the embodiment of Laurentian elitism, but also because his policies, including the carbon tax and tanker ban, were seen as a real affront to livelihoods and ways of life here in Alberta. But beyond conventional partisanship and regionalism, there was something even deeper going on in November 2019. And those undercurrents have only gotten stronger over the course of the pandemic. A sizable proportion of the Alberta electorate now feels like it is being left behind the rest of Canada, left behind. And in previous generations, Western alienation used to mean being held back by the rest of Canada and Ottawa, but now there's a sense that Albertans are actually falling behind the rest of the country, and that Alberta is in some form of irreversible decline due to forces beyond its control. Now, according to our focus groups and surveys, the folks that feel most strongly about this are predominantly white. They live in rural areas and their livelihoods are directly tied to the oil and gas sector. They're most likely to feel like their family's future is bleaker than their parents. And they're more likely to feel that Alberta's best days are behind it. In fact, in November 2019, a majority of Albertans said that their province's best days were behind it. To these folks, the Liberal Party and Justin Trudeau are symbolic and real threats to their livelihoods and ways of life. But more than this, the roughneck, redneck, or cowboy ethos that makes up this group is baked into Alberta's political DNA. I think it forms a core part of its political culture, those underlying values that animate politics in the province. So when roughnecks or cowboys, mythical or real, are threatened individually, the community starts to feel threatened collectively. And that's what makes the impact of those folks feeling left behind more expansive than their numbers suggest. I mean, generous estimates would put the core of this left behind group to be about 10 to 15% of the provincial population, but their sympathizers amount to at least double that. And as a result, we see widespread backlash against the Liberal Party, the federal government, and now we're seeing backlash against Confederation and even democracy in general. Separatism becomes very dangerous once it's seen as being mainstream and once it becomes part of that political culture, and we may be reaching that tipping point. While the depth and breadth of this alienation is new to Alberta, we've seen it elsewhere in populist movements, right? The decline of the Rust Belt and coal country in the United States, which gave birth to Trumpism and insurrection. The industrial heartland in the UK underwent a similar decline, which mainstreamed nativism and contributed to Brexit. Could the 2021 federal election provide the same sort of spark that the Brexit vote and recent US presidential elections have done elsewhere? Perhaps, because I see similar ingredients have been present here for the last number of years. Generations of Western conservatives have sown the seeds of anti-government rhetoric that are now blossoming in the yellow vest, anti-vax, and separatist movements. With establishment conservative parties provincially and federally now in very weakened positions, their ability to tamp down PPC, Maverick, Derek Sloan, and other rogue followers seems very much in doubt. Much the same way Republicans in the US and Tories in the UK were unable to put the genie back in the bottle. Unless the federal Conservatives were to win next week, we're likely to see a greater push for Alberta separatism in the weeks following the 2020 election. Making matters worse, a weakened and, I would argue, desperate provincial premier creates an even more unpredictable and worrisome situation. With a constitutional referendum on equalization just weeks after the federal election, will Jason Kenney assume that guardian role and wrap himself in the Alberta flag as he crisscrosses the country, stumping for what he calls a fairer deal? The optics of doing that while Alberta grapples with the worst wave of the pandemic would be bad, of course, but the premier's popularity is so low and his political judgment is so questionable, he might just do it out of desperation. Calling for a fair deal is a pretty rich pitch in Canada's richest province at the best of times. But when the province has accepted more federal pandemic dollars than any other province and is now begging for medical staff from the rest of Canada and maybe about to call on the Canadian military to set up field hospitals, it reeks of hypocrisy, if not moral bankruptcy. The question becomes, what happens when Jason Kenney is unable to secure a fair deal for Alberta?
His terms are so nebulous. His approach to moving the goalposts makes it almost impossible for Ottawa or the rest of Canada to understand, let alone meet his escalating demands. And when he fails, the big question is what then? He'll try to build a firewall of the province, around the province, he says, pulling us out of a Canada Pension Plan and the RCMP. But when that doesn't stall Alberta's decline vis-a-vis the rest of Canada, what then? And that scenario raises the specter of separatism and the profile of separatists. I worry about the future of this province for a whole host of reasons. One of the most important being a lack of leadership and commitment to common institutions. Jason Kenney says he's a federalist. That might not matter. He says he wants to get to the bottom of Albertans' frustrations. I think he'd best be careful what he wishes for. The answer might not only impact his political career, but the future of our province and our country. I would ask you to tune into Alberta politics in the aftermath of this federal election. The fate of our institutions might well depend on it. Thank you. Thank you, Jared, for a very sobering presentation. I think it will give us all a lot to think about, and I suspect there'll be a fair number of questions when the presentations are over. Et maintenant, ça me fait plaisir de présenter Claire Durand avec sa présentation. OK. Donc, bonjour. Donc, je vais partager ma présentation. Là, j'ai donc mon écran partagé. Il faut maintenant que je parte l'affichage et tout devrait être correct. Donc, ma présentation est en anglais, mais dans le fond, ma présentation est en figure et en graphe. Et donc, vous allez comprendre, quelle que soit la langue. J'ai été aidée par Luis Peña Ibarra pour, entre autres, la collecte de données. Donc, ce dont je vais parler seulement de sondage et de rien d'autre. Et on va regarder l'évolution de l'appui aux partis politiques au Canada depuis la dernière élection, depuis le début de 2021 et depuis le 1er août. Et ensuite, on va faire on va regarder, faire une comparaison entre l'évolution pour le Canada, le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique pour ce qui est du Parti libéral. Enfin, focus sur le Québec, ce qui se passe au Québec. Et au final, what about modes? Donc, est-ce que les estimations de ce qui se passe sont différentes selon le mode d'administration des sondages? Donc, ce que nous avons ici, c'est ce qui s'est passé au Canada depuis la dernière élection. Ici, vous avez la dernière élection, vous avez le début de la pandémie et vous avez le We Charity scandale. Et donc, on voit une relative stabilité. On voit que Justin Trudeau n'a pas profité tant que ça, finalement, de la pandémie, si on se fie aux trends là, qui sont tracés par les analyses. Et on voit que quand même, après le We Charity scandale qui est ici, il y a une certaine baisse et il y a une nouvelle baisse d'ailleurs un peu au printemps dernier. Mais il faut faire attention parce que l'analyse est tirée vers le bas par ce qui s'est passé depuis l'élection. Donc, on va aller plus loin. L'idée ici, c'est juste de voir que le début de la pandémie n'a pas modifié énormément, finalement, les appuis aux divers partis. Maintenant, on regarde depuis le 1er janvier
Et c'est encore depuis le 1er janvier de cette année, donc c'est encore plus clair que le Parti libéral avait une intention de vote relativement stable. Les conservateurs avaient baissé un peu et étaient en train de remonter. Mais là, encore là, il faut faire attention parce qu'on va voir ce qui s'est passé depuis la campagne, c'est plus clair. Et ce qu'on a ici en bas, donc le bloc est stable, le Parti populaire du Canada en montée et le Parti vert en descente. Maintenant, focus sur ce qui s'est passé depuis l'élection. La ligne verticale, c'est l'élection. Et c'est vraiment un échange de lead entre les conservateurs et le Parti libéral. Donc, au début de la campagne, les libéraux se sont mis à descendre et les conservateurs ont pris la place. Et ensuite, les conservateurs sont repartis à la baisse alors que les libéraux remontaient. Le NPD est resté relativement stable, le Bloc relativement stable, et on a ici cette hausse des intentions de vote pour le Parti populaire. Maintenant, si on compare le trend en rouge ici au milieu, c'est celui de l'ensemble du Canada. Excusez-moi. Hop, on recule. Celui de l'ensemble du Canada. En haut, celui de l'Ontario. Au milieu, celui du Québec. Et en bas, celui de la Colombie-Britannique. On voit bien que l'évolution a été la même à peu près partout, mais pas au même niveau. Et il y a peut-être une légère remontée des libéraux en Ontario. Mais pour ce qui est de la Colombie-Britannique et du Québec, la tendance à la baisse du Parti libéral a été stoppée carrément. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au Québec, là, on voit que, bon, les libéraux ont baissé un peu et ça s'est stabilisé, tout comme ailleurs. Le Bloc a un peu augmenté pendant que les conservateurs baissaient un peu. Ce qui est important, par contre, c'est de voir qu'il y a une très forte variance entre les estimations. C'est normal parce que, évidemment, les échantillons sont généralement très petits, mais on voit ici que dans à peu près la même période, il y a un parti qui met le Parti libéral en haut de 40 % et un autre qui le met même pas à 25 %. Donc, vous voyez qu'il faut faire très, très, très attention en ce moment au sondage pour le Québec parce que la variance est énorme. Vous avez le Bloc ici qui est à 35 % selon un sondeur et qui est à 24 % selon un autre sondeur. Donc, c'est vraiment important. D'où, qu'est-ce qui se passe avec les modes d'administration? Ici, vous avez l'appui au NPD selon les modes d'administration. En général, on pense que quand il y a de la différence entre les modes, les sondages web ont tendance à être un peu plus vers la gauche et les sondages IVR un peu plus vers la droite. Donc, ce que vous avez ici, c'est en gros cela, c'est-à-dire qu'il y a eu une tendance. La ligne d'en haut, c'est les sondages web. Il y a eu une tendance des sondages web à estimer l'appui au NPD un peu plus haut et des sondages IVR qui sont ici à l'estimer un peu plus bas. Je voulais vraiment voir ce qui se passait avec le parti de Maxime Bernier, le Parti populaire, parce que là, évidemment, il y a des gens qui ont dit 11 % et il y en a d'autres qui sont vraiment plus bas. Ici, on est à 7 %. Et là, c'est très clair que les sondages IVR que vous voyez ici donnent une estimation nettement plus importante, à peu près 3 à 4 points. Plus importante du vote pour le Parti populaire du Canada. Si on fait le même exercice pour le Québec, alors on a un phénomène qu'on voit souvent dans les sondages. J'ai publié un article là-dessus qui l'analyse pour 15 élections. En haut, ce qui se passe avec le Bloc selon les sondages web. En bas, ce qui se passe selon les autres sondages. J'ai groupé ensemble les sondages téléphoniques et IVR parce qu'il
y avait tellement de variations que je trouvais que c'était dangereux de les laisser séparer. Et c'est 72 des sondages sont web, hein, comprendre. Donc, vous voyez que les sondages web, et c'est souvent le cas, ne voient pas du tout de modification de l'intention de vote pour le bloc. Il est à peu près 29, 29,5. Et pendant ce temps-là, les autres sondages ont vu une légère baisse du bloc et une remontée récente. Ceci dit, au final, les deux types de sondages arrivent relativement à la même place. Et il y a quand même une grande variation. Vous voyez qu'ici, c'est un sondage web qui met le bloc à 24 et ici, c'est un sondage IVR qui le met à 35 Donc, ce n'est pas univoque, c'est pas, il y a une méthode qui donne toujours ça et l'autre qui donne toujours ça. Il y a énormément de variances. J'ai voulu regarder, évidemment, ce que ça donnait pour le Parti libéral. Et là, pour le Parti libéral, donc en rose, les sondages web qui ont vu une baisse du Parti libéral puis une remontée et les sondages qui n'étaient téléphoniques ou IVR, qui, eux, ont plutôt vu une stabilité puis une descente. Donc, on voit que le mode, parfois le mode explique très bien la variance, la forte variance entre les résultats, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on va avoir, vous voyez ici un sondage qui met le Parti libéral très élevé et qui est un sondage téléphonique ou IVR, et puis un autre sondage téléphonique IVR, donc entre 24 et 42 ceci pour vous dire que vraiment, faire attention si vous voulez vous fier sur les sondages, les publications des sondages au Québec. En conclusion, si on regarde les estimations des sondages, c'était peut-être pas l'idée du siècle d'aller en élection. On se souvient qu'au Québec, on a eu l'élection de 2014 qui avait été déclenchée par Pauline Marois au moment où les sondages la montraient en hausse. Mais dans ce cas-ci, au mieux, le Parti libéral était stable. Attention au mode d'administration. Les sondages web tendent à surestimer la gauche. Les sondages IVR tendent à surestimer la droite. Donc, et à quoi c'est dû? Deux possibilités, puis je voudrais sonder les sondeurs sur cette question-là. Un qui est la formulation des questions et la rotation de l'ordre des partis. Parce que quand on faisait des sondages, quand tout le monde faisait des sondages téléphoniques, on ne présentait jamais l'ordre des partis de la même manière. Et il faut vraiment que je vérifie s'il y a encore cette rotation. Cette rotation ferait, par exemple, que certains sondeurs IVR, par exemple, mettraient parfois dans leur choix le Parti populaire en premier. Alors, s'ils mettent le Parti populaire en premier, vous comprenez que ça peut lui donner un avantage. Alors que dans les sondages web, même s'ils ne font pas de rotation, mais il y a quand même une liste qui est devant les gens. Et la deuxième explication, c'est l'hétérogénéité ou l'homogénéité des échantillons. Donc, les sondages web, il y en a deux qui utilisent leur propre panel, il y en a deux autres qui utilisent la plateforme Lucide. Ont tendance à avoir des échantillons plus homogènes que les sondages IVR ou téléphoniques où on a une sélection au hasard des numéros de téléphone et donc des échantillons qui changent à chaque fois à chaque sondage. Dans le cas des sondages web, dépendamment de l'ampleur de la plateforme, il pourrait y avoir des gens qui sont réinterrogés plusieurs fois. Bien, plusieurs fois, 2 ou 3 fois, mettons. Donc, c'est les résultats de l'élection qui vont nous montrer finalement si on a une erreur de sondage. J'ai revisité lors de la dernière élection l'ensemble des sondages réalisés pour les élections de 2000 jusqu'à maintenant. Et il y a vraiment une seule élection où il y avait eu
une erreur importante. C'était celle de 2004 où les sondages donnaient les libéraux et les conservateurs à égalité et au final, les libéraux avaient eu 7 points de plus que les conservateurs. Dans ces cas-là, il faut, ceci dit, toujours se demander si on peut expliquer, si ça s'explique par des erreurs des sondeurs. Dans notre cas, à l'époque, tout le monde faisait le même type de sondage, donc téléphonique. Dans ce cas-ci, on pourra voir si ça peut résulter des modes d'administration. Mais s'il y a des erreurs, il faudrait aussi voir si les gens ont changé d'idée à la dernière minute, ce qui explique l'erreur des sondages du Québec en 2018. Et c'est tout. Merci beaucoup, j'ai trouvé ça fascinant. On voit à quel point cette élection est non seulement une course entre politiciens, mais également entre sondeurs et mode de sondage.